Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là. Bonjour aux gens qui sont en ligne, j'ai appris qu'on était en live stream. Merci d'être là aussi. Petit sondage, on va commencer un petit peu, voir si vous n'êtes pas en mode sieste. Qui fait du développement web? Cool. Nice, on va parler de CSS, donc c'est plutôt cool. Qui fait du CSS régulièrement? Levez la main, ok. Qui aime ça? C'est marrant. Là, ils font non, peut-être pas, on ne sait pas trop. Ok, non mais il n'y a pas de problème. Moi, ça fait plus de 10 ans que je fais du développement web, donc plus de 10 ans que je fais du CSS, et pendant la majeure partie de ce temps, j'ai fait du CSS parce que j'avais pas vraiment le choix. Je faisais du dev web, et si je voulais que ça ressemble à quelque chose, il fallait que je fasse un peu de CSS, et du coup, pendant longtemps, ma relation avec CSS, ça a été j'ai cherché sur Stack Overflow, je copie-colle un truc, ça marche, c'est cool. Moi, des fois, je tentais de faire des trucs, ça marchait pas, même si ça me semblait complètement logique ce que j'avais écrit. Et du coup, j'avais une relation un petit peu pas super fun avec CSS. Et puis, il y a eu le Covid, rien à voir avec le CSS, mais il y a eu le Covid, et du coup, je ne sortais pas beaucoup. Et je passais beaucoup de temps sur YouTube, et je tombais sur des chaînes de gens qui faisaient des trucs mais absolument géniaux en CSS. Il y en a, ils font des dessins animés entiers, il y en a, ils essaient avec juste une div de faire des trucs de malade. Et en fait, je me suis rendu compte que CSS, je ne connaissais pas tant que ça, et je jugeais beaucoup sans connaître, et qu'il y avait plein de choses sympas qu'on pouvait faire aujourd'hui. Et du coup, j'ai commencé à m'y intéresser. Je me suis dit, je vais voir un petit peu où on en est. Et je me suis rendu compte que, en fait, en CSS, aujourd'hui, il y avait énormément de nouvelles API, de nouvelles features que je ne connaissais pas. Et j'ai commencé à être super excitant en me disant, mais il y a trop de trucs cool qu'on peut faire. Et plus je cherchais, et plus je me rendais compte qu'en fait, il y avait effectivement vachement de trucs qu'on pouvait faire. Et j'étais un peu perdu dans toutes ces fonctionnalités-là. Donc, on ne va pas voir tout ça aujourd'hui parce qu'ils ne nous ont pas laissé toute l'après-midi, on n'a que 40 minutes. Mais on va quand même voir certaines des features qui sont arrivées en CSS. Donc bonjour, moi je m'appelle Olivier, donc je suis développeur advocate chez AWS et je suis Google Developer Expert en techno-web, donc je travaille un petit peu avec les équipes Chrome aussi sur toutes ces choses super cool là. Et pour la première fois sur scène, je suis avec... Alex Palma, consultante front-end chez Zenica. Je fais aussi du développement front. Alors, il y a deux sites internet qui sont vraiment pas mal pour se tenir à jour sur CSS. Le premier, c'est le site du W3C, du W3 pour le CSS. Il met à disposition des snapshots annuels sur lesquels vous pouvez voir année par année quelles nouvelles features ont été ajoutées dans le langage. Donc, ça permet de suivre les nouveautés qui arrivent régulièrement. Et plus intéressant encore, si vous aimez bien anticiper pour ne pas être surpris, quand une nouvelle fonctionnalité arrive, il y a le GitHub du CSS Working Group, dans lequel vous pouvez suivre les issues qui sont en cours. Donc si vous avez quelque chose qui vous embête dans CSS que vous voudriez voir corriger, ou si vous avez une fonctionnalité que vous avez envie de voir ajoutée, vous pouvez écrire une spec. Ça va passer plusieurs étapes avec des gens qui vont commenter, qui vont dire éventuellement oui, ça pourrait être intéressant, ou on pourrait modifier telle ou telle chose. On peut donc discuter des specs, vous pouvez le faire aussi, c'est des choses qu'on aimerait, pour des choses qu'on aimerait voir dans CSS. Et vous pouvez voir tout ce travail-là qui est effectué dans ce working group, c'est super intéressant. C'est un peu l'équivalent du TC39, si vous connaissez plus ce qui se passe côté JavaScript. C'est pareil, c'est un peu le même process de validation. Ça permet de se tenir au courant des choses qui sont arrivées et des choses qui vont arriver. Et quand on parle de CSS, un des gros problèmes qu'on a eu dans le passé et qu'on a toujours un petit peu, c'est l'interopérabilité entre les différents navigateurs. Aujourd'hui, c'est un sujet qui est quand même bien pris en compte par les entreprises qui font les navigateurs. Et ce qui est assez intéressant sur le site d'Interop, c'est qu'on peut voir par période sur quelles fonctionnalités du web ils ont mis le focus. Donc il y a du CSS, mais pas que, ça concerne tout le web en général. Donc on va ouvrir le site. Tac, comme ça, je vais vous montrer. Donc là, ici, on peut voir, par exemple, pour l'année 2023, sur quelles fonctionnalités tous les navigateurs se sont mis d'accord pour travailler ensemble. Et ils vont garantir, via une suite de tests, je vais vous montrer, par exemple, sur Flexbox, les tests. Donc ici, en général, il y en a pas mal. Voilà, donc ça, c'est les tests qui passent ou qui ne passent pas, d'ailleurs. Ils vont garantir qu'ils sont interopérables entre eux. Vous pouvez voir les niveaux d'interopérabilité, fonctionnalité par fonctionnalité, et c'est super important pour nous en tant que développeurs web parce que l'idéal, c'est quand même qu'on fasse des choses qui fonctionnent de partout. Top. Ok, c'est ça qui est bien avec des technos comme le web, c'est que c'est complètement ouvert, open source, et toutes les discussions sont libres sur Internet. Les comptes rendus des meetings qu'ils ont au CSS Working Group sont aussi sur GitHub, on peut vraiment tout voir. Bref, on a parlé un peu de théorie, on va faire un peu de pratique maintenant. On va sélectionner quelques-unes des fonctionnalités que je vous ai montrées au début sur le grand écran.
que nous, on a trouvé assez sympa. CSS, il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est un peu en train de vivre ce qu'a vécu JavaScript en 2016, vous savez. Jusqu'à ECMA 2016, JavaScript, ça avance pas beaucoup, et puis d'un seul coup, ils se sont dit, on va un peu changer le rythme des releases. À partir d'ECMA 2016, ça a vraiment, même 2015, ça a vraiment accéléré. CSS, c'est un peu pareil. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, on peut pas, ça évoluait pas beaucoup. Et depuis une année, 2 années, ça évolue énormément, donc ça arrive un petit peu aussi à la même chose. Bref, dans les démos, on va avoir trois types de démos. Des démos sur des choses un peu connues, comme ça, par exemple, qui sont arrivées il n'y a pas si longtemps que ça, et qui sont bien supportées par les navigateurs. On va aussi voir des démos sur des choses qui sont en train d'arriver en ce moment, donc qui marchent sous certains navigateurs, mais pas tous. Et puis, on vous a aussi choisi quelques features qui ne marchent pas du tout encore, ou alors derrière un flag sous un navigateur, mais qui sont dans les drafts et qui, on l'espère, vont arriver à terme. Donc voilà, il y en aura pour tout le monde. Des choses, vous pouvez mettre en prod demain. Des choses, c'est pour vous montrer le futur de CSS. Bref, Custom Properties. Qu'est-ce qui connaît Custom Properties? OK. Custom Properties, c'est géré par tous les navigateurs. Je ne vous apprends pas ce que c'est. Moi, je vous aurais appris le nom, je pense, parce que je pense qu'il y a d'autres personnes qui savent ce que c'est. Custom Properties, c'est l'équivalent des variables en CSS. Il y en a plus qui connaissent, du coup. Ah, les variables, ça s'appelle les Custom Properties. Les variables en CSS, c'est plus très nouveau, mais l'idée, voilà, c'est de se dire, on va déclarer une variable, tirer le nom de la variable, sa valeur, puis après, on va l'utiliser grâce à la fonction var. Var, le nom de la variable. Voilà, c'est pratique quand on veut faire des choses comme, par exemple, des media queries. On va pouvoir redéfinir juste les variables sans avoir besoin de réécrire tout le CSS derrière. Voilà, les variables. C'est des choses qu'on faisait en SAS. Il y en a qui font du SAS? Ouais. Voilà, je fais encore du SAS. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses de SAS qui sont arrivées dans CSS, notamment les variables par exemple. Puis les custom properties, c'est cool, c'est qu'on peut, on peut les chaîner, on peut avoir des fallbacks. Donc par exemple, là vous avez une custom properties. Si jamais elle n'existe pas, vous avez un fallback sur quelque chose en dur. Vous pouvez avoir des fallbacks, 2 fallbacks si vous voulez. Voilà, des choses qu'on peut faire. On peut aussi avoir accès en JavaScript, parce que c'est bien de le faire en CSS, mais des fois on a besoin de modifier notre interface en JavaScript. Donc voilà, on y a accès directement depuis JavaScript. On peut récupérer les valeurs, on peut setter les custom properties directement. Voilà. Pas un truc qu'on utilise tous les jours, mais en JavaScript, ça peut être pratique quand même. Cool? OK. Nice. CSS nesting, je parlais de SAS. Alors, c'est géré globalement par les navigateurs. Il y a quelque chose qui ne sont pas gérés encore dans Safari, mais ils travaillent dessus, donc c'est plutôt bon signe et ça s'améliore. CSS nesting, c'est un des plus gros avantages de SAS que moi je vois aujourd'hui, c'est le fait de pouvoir pas réécrire du code redondant. Et c'est un peu dommage que CSS c'est cascade style sheet, et en fait, dans la visualisation, c'est pas vraiment en cascade de base. En fait, l'idée c'est de se dire, en SAS c'est du code CSS, et vous voyez le table.colorTable, il est quand même souvent écrit. Et aujourd'hui, en SAS, on peut écrire ça. Donc c'est quand même beaucoup plus lisible. C'est une des principales raisons pour lesquelles je fais du SAS, c'est pour ça. Et en fait, on s'est dit, ça serait cool, c'est qu'en CSS, ça marche aussi, ça. Alors, ça ne marche pas exactement de la même manière. On ne peut pas prendre ça et dire ça a marché en CSS parce que le parseur CSS, il ne peut pas gérer un caractère après une accolade, ce genre de choses, parce qu'il va croire que c'est une propriété. Du coup, il y a quelques petits changements, mais ce code-là, par exemple, alors vous voyez, je vous ai entouré les petits changements. Il faut mettre des éperluettes avec des espaces avant, quand ce n'est pas une classe, etc. Mais ça, c'est du code CSS valide aujourd'hui. Ça marche dans Edge, dans Chrome, dans Firefox. Ça marche. Ce qui est plutôt cool. Donc vous pouvez écrire du code comme ça, nested, en CSS maintenant, avec quelques petits changements par rapport à SAS, mais c'est assez mineur quand même. Plutôt cool? Ouais. On va dire que c'est cool. Has. Has, c'est une fonctionnalité pareille. Alors là, ça marche bien dans Safari, dans les navigateurs sur Chrome, qui sont basés sur Chromium. Pareil, quelques bugs en Firefox. Petite démo, Has. Comment ça marche? Vous allez voir, on va faire de la démo aujourd'hui. C'est cool, c'est assez grand. Ouh, ça a l'air assez gros. Là, j'ai une petite démo où j'ai 3 sections. Hop, une section là avec une image, une section là sans image et une section là avec image. Et en fait, si je veux mettre un border sur mes sections, je vais dire voilà, section, je vais mettre un border 5 pixels, comme ça vous le voyez bien, rouge. Donc là, j'ai dit voilà, toutes mes sections, elles ont un border rouge, c'est cool. Maintenant, j'ai envie de dire, mais je veux que les sections qui contiennent une image, qui ont un border rouge. Et là, on fait OK, bon, je peux mettre les borders sur une image, mais ce n'est pas ça que je veux. Moi, je veux vraiment les sections qui ont une image. C'est là que sert le mot-clé as. Je vais pouvoir dire, toutes les sections qui contiennent un élément image, elles vont avoir le border rouge. Puis après, vous pouvez combiner avec des trucs, vous pouvez faire celles qui n'ont pas d'image. Par exemple, vous allez dire, je
je les cache. On peut faire des choses comme ça dans l'interface. Et voilà, toute section qui n'a pas d'image à l'intérieur, qui a une erreur, peu importe, vous pouvez les cacher. Si jamais vous avez une section qui a une erreur, vous pouvez l'afficher en rouge, ce genre de choses. Et puis, vous pouvez les combiner entre elles. Donc, par exemple, je dis, bah là, je veux que ma section qui a une image et en plus qui est suivie par un div. Donc là, vous voyez, c'est la première. J'ai une petite balise div là qui est vide. Mais globalement, ce que j'ai fait là, quelque chose qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on avait besoin de JavaScript, c'est que j'ai stylé ma section, non pas en fonction de elle, ses propriétés, mais en fonction de ses enfants et même de ses siblings. Et pourtant, c'est sur le section que j'applique le CSS. Donc ça, c'est plutôt cool. Déjà, deuxième petit exemple sur un peu la même chose. J'ai une liste, que je trouvais ça sympa comme exemple aussi. J'ai 3 listes, là, donc c'est des ULLI, hein, assez basiques. Et en fait, je vais dire, je veux styliser ma liste en fonction du nombre de LI qu'il y a à l'intérieur, nombre d'enfants en l'occurrence. Donc là, je vais dire, je veux mettre en rouge que celles qui ont au moins 4 enfants. Vous pouvez même dire carrément, je veux même carrément que celles qui en ont 4 exactement. Donc voilà, vous pouvez commencer à styliser des listes entières, enfin des UL, en fonction du nombre d'enfants que vous avez dans la liste. Et puis après, c'est the sky is the limit, hein, en fonction du nombre d'enfants qui ont une image, enfin ce que vous voulez à l'intérieur. Mais vous pouvez directement, voilà, styliser le parent en fonction des enfants, du nombre d'enfants, et après tous les trucs CSS qui vont avec à l'intérieur. Plutôt cool ça, non? Ouais, super cool CSS. Nice. OK. Your turn. Merci. On va changer un petit peu de sujet et on va parler des couleurs. On va commencer par la notation qui a un petit peu évolué dernièrement parce que désormais, on a accès à la notation relative des couleurs. Et ça marche partout. Qui écrit des couleurs en hexadécimal encore aujourd'hui? Ah oui, ça fait pas mal quand même. Alors, vous connaissez sans doute l'ancienne notation. Par exemple, quand on définit des couleurs avec de la transparence, on utilise RGBA. Les différentes composantes de la couleur, on va les noter avec des virgules, y compris pour le canal alpha qui va gérer la transparence. La nouvelle syntaxe alternative de la couleur, elle remplace les virgules par des espaces. Et le canal alpha, on va le noter avec un slash. Alors vous allez me dire quel intérêt? Eh bien, l'intérêt principal, c'est que pour utiliser les dernières fonctionnalités de couleur de CSS, vous aurez besoin de cette nouvelle syntaxe. On peut toujours utiliser l'ancienne approche, ça ne va pas casser votre code, mais pour profiter des nouveaux espaces de couleur qu'ils ont commencé à intégrer dans CSS, vous allez devoir utiliser cette notation. Et puis aujourd'hui, on a des écrans OLED sur les smartphones, on a des écrans Retina, on a plein d'écrans qui font beaucoup plus que du sRGB en termes d'espace de couleur. Et avec cette nouvelle syntaxe CSS, ça va vous permettre d'aller plus loin au niveau visuel pour tirer parti vraiment des possibilités de ces écrans. Ça vous permettra aussi d'utiliser les nouvelles fonctions de couleurs pour modifier des couleurs existantes, comme par exemple avec la fonction Color Mix. Donc Olivier il vous a parlé tout à l'heure des fonctionnalités de SAS qui arrivent en CSS. On a les variables, on a le nesting. Moi, il y a une troisième chose pour laquelle j'utilisais beaucoup SAS, c'est le fait de pouvoir facilement créer des palettes à partir d'une couleur de base et la décliner sans avoir à calculer moi-même les couleurs associées. Hop, on a une petite démo de Color Mix. C'est ça? Ouais, vas-y. Alors, donc, en SAS, on a des fonctions comme mix que vous voyez ici, qui permet de mélanger 2 couleurs. Donc, on lui passe ici notre base color et du rouge, et on va lui donner un petit pourcentage de ce qu'on veut dans notre mix. Maintenant, on va pouvoir le faire directement en CSS avec la fonction color mix qu'on peut voir ici. Donc là, il va falloir lui passer un espace de couleur et ensuite l'espace de couleur dans lequel on veut effectuer notre mélange. Et ensuite, on va lui passer une couleur, le pourcentage de la couleur qu'on veut et une autre couleur avec son pourcentage aussi. Et si on ouvre les DevTools, hop, non. Si. Ouais, je suis désolée, je n'ai pas l'habitude de Mac, donc je rame un tout petit peu. On peut voir ici qu'on a un aperçu de notre mix avec la couleur de départ, la couleur d'arrivée et ce qui va donner entre les deux. Donc on peut le modifier ici. Par exemple, on va mettre, je ne sais pas, du vert. Hop. Et vous voyez qu'ici, ça se met à jour tout seul. Et ça, c'est plutôt cool.
Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu quand même. Ça choque personne, le code qu'il avait écrit? Là? Non? Sérieux, j'ai regardé. Oui. Non? Il y a un petit problème, hein. Les comptes ne sont pas bons, ça ne fait pas 100%, 100 et 120. Vous n'avez pas remarqué? Vous voulez voir si vous suiviez, mais en fait, personne ne l'a remarqué. OK. Soit c'est les maths, il y a un problème. Soit vous ne suiviez pas. Alors, ColorMix, heureusement, il gère aussi les gens qui ne savent pas compter. Donc, on a la documentation ici. Hop, et en fait, si votre pourcentage que vous lui fournissez n'est pas égal à 100%, il va recalculer tout ça pour avoir quelque chose qui va lui convenir. Donc si vous mettez quelque chose qui est négatif ou qui est égal à 0, ça ne va pas fonctionner. Et si les pourcentages sont supérieurs ou inférieurs, ils vont être normalisés. Et là, je vais vous laisser aller lire la doc, parce que je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire, mais moi, je suis incapable de vous expliquer comment ils calculent ça. Mais ils ont prévu le coup que les gens, les maths, c'était pas... On a quelque chose d'encore mieux qui vient juste d'arriver et qui permet de faire ça de manière encore plus simple. C'est les relatives HSL Colors qui sont disponibles dans tous les navigateurs, sauf dans Firefox, malheureusement, pas encore. Alors HSL, pour rappel, c'est pour Hue, Saturation, Lightness, pour teinte, saturation et luminosité en français. On va reprendre notre palette avec ColorMix. C'est laquelle? Attention, spécialiste du Mac. Hop. Ah bah oui, c'est la même, très juste. Hop. Donc en SAS, on avait des fonctionnalités, des fonctions, je peux le faire, des fonctions lighten, darken, transparentize, je ne sais pas qui a inventé ça, mais c'est un peu bizarre, mais on comprend le concept, qui permettait de modifier nos couleurs. Et maintenant, en fait, avec le Color Module Level 5, on va pouvoir faire exactement la même chose, mais directement en CSS. Et du coup, on va pouvoir utiliser notre couleur avec HSL toujours, et en lui passant une couleur de notre base color ici, avec le mot-clé from, on va pouvoir récupérer directement les composantes de couleur. Donc ici, on va récupérer Hue, Saturation, et on va jouer sur la luminosité. Et on va obtenir exactement le même résultat. Là, si vous regardez, vous avez le même résultat que ce qu'on avait en SAS. Et comme ça, je vais pouvoir générer toute ma palette de couleurs de manière linéaire. Qu'est-ce que j'ai fait? Il y a des trucs cachés sur tout le clavier. Hop. Et ça va donner des choses comme ça, alors que là, si vous regardez bien le code, j'ai seulement décrémenté de 10 à chaque fois la saturation. Donc c'est beaucoup plus facile à lire et beaucoup plus facile à générer. Et ça, c'est une fonctionnalité qui est vraiment intéressante quand on travaille sur des thèmes de couleurs ou sur des design systems, par exemple. OK, je repasse sur un truc plus simple, après les maths. Je pense que c'est pas mal. Qui fait du responsive design, un petit peu, quand même? Cool, Mobile First, tout ça, c'était les confs d'il y a 10 ans. Les Media Query Ranges, et on en a beaucoup parlé depuis 10 ans, la façon d'écrire les Media Query, donc là, c'est juste du sucre syntaxique que je vais vous montrer, mais c'est quand même pas mal lisible. Moi, ça fait des années que je fais du responsive design, et à chaque fois, j'ai quand même mon cerveau qui met une demi-seconde quand il lit un truc comme max width 750 pixels pour savoir, ça veut dire que ça s'applique quand c'est inférieur ou supérieur à 750. Enfin, j'ai toujours cette demi-seconde, et du coup, il y a une nouvelle notation qui est quand même beaucoup plus simple à lire, qui dit ça. Width inférieur ou égal à 750, beaucoup plus simple à lire. C'est aussi encore plus simple quand on a ce genre de choses et qu'on dit, ah, en fait, c'est juste la width qui est entre 300 et 750 pixels. Voilà, nouvelle notation qui marche sur tous les navigateurs, vous pouvez l'utiliser. C'est plus simple pour vos collègues qui vont relire le code derrière. Voilà, petite transition après les mathématiques. Avant de repasser sur un sujet un peu plus complexe. Les container queries qui sont supportés dans tous les navigateurs depuis pas si longtemps que ça parle, container queries? Ah, il y a des gens. Ah, OK, 3. Cool. Container queries, c'est selon moi ce qu'auraient dû être les media queries quand elles ont été créées, sauf que ça n'a pas été le cas. Container queries, qu'est-ce que c'est? Je vais prendre un site web. Tac. Un site web. J'ai un site web là dans lequel j'ai trois box. Et si on regarde le code, tic. Mon code, en fait, c'est juste 3 box comme ça, small, medium, big. Et en fait, chacune des boxes, il y a une media query. Et on va dire, quand je suis en dessous de 600 pixels, je vais l'avoir en bleu.
Quand j'ai Media Query entre 600 et 800, du coup, je vais l'avoir en vert. Et quand c'est au-dessus, je vais être en rouge. Ce qui fait que, effectivement, je vais avoir... on va la mettre juste à côté. Je vais avoir un comportement qui est dire que quand j'agrandis ma fenêtre, je vais passer en vert au-dessus de 600 pixels et en rouge au centre de 600 pixels. En fait, ce que j'aurais bien à me dire, c'est ouais, mais c'est cool, mais ma petite box, la small, elle fait toujours en dessous de 600 pixels. Je ne veux pas forcément qu'elle se comporte en fonction de la taille de mon écran. C'est en fonction de sa taille à elle que je veux qu'elle se comporte. Mais c'est à ça que servent les container queries. Et comment ça marche? Ça, c'est simple. Plutôt que d'avoir le mot-clé média, on va utiliser le mot-clé container. Attends, je vais vous remettre en petit. Et sur la box parent, il faut juste mettre le petit container type inline size. Il y a 3 types, je crois. Il y a inherit, je ne sais plus quoi, et inline size. L'inline size, c'est celui que vous devez retenir. Et en fait, là, on va dire effectivement, vous allez vous comporter en fonction, vous avez une media query en fonction pas du viewport, mais de votre parent. Ce fait qu'on va avoir un truc comme ça. On va dire, bah, quand je vais passer au-dessus de 600 pixels, je passe en vert. Quand je vais passer... T'as pas sauvegardé? Non, mais si, j'ai sauvegardé. Elle marchait tout à l'heure. Ah, j'ai pas rafraîchi. Je vais passer au-dessus de 600 pixels, je passe en vert, mais elle, ma petite, elle fait toujours en dessous de 600 pixels, donc elle reste en bleu. Pareil, je monte, il n'y a que celle qui dépasse finalement les 800 pixels qui passe en rouge, celle qui est entre les deux, elle reste en vert, et l'autre en bleu. Donc c'est plutôt cool, on peut vraiment avoir un comportement en fonction du parent et pas du viewport. Vous allez me dire, c'est cool, je vois pas trop comment je peux m'en servir. Eh bien si, j'ai un exemple. J'ai un autre exemple, j'ai un blog, là, j'ai un site assez courant hein, sur desktop, vous avez le contenu et vous avez une SAD-nav. Et en fait, ce que j'ai là dans ce site-là, si on va regarder, j'ai ce petit composant call to action qui est un copier-coller de celui qu'il y a ici. Hein. C'est exactement le même. Et du coup, comme c'est exactement les mêmes, on s'attend à ce que le comportement soit le même. Hein. J'ai mon titre, mon texte et puis un petit bouton à droite. Par contre, j'ai une media query qui dit que quand je suis en petit, hop, le bouton il passe dessous. Donc ça c'est cool, mais c'est en fonction de l'écran. Mais finalement, moi là, dans ma slide nav, je suis en petit, moi, pas par rapport à l'écran, mais par rapport à ma slide nav. Et en fait, c'est là, on va se dire, bah, je vais juste dans... plutôt de faire une media query, je vais faire un container. Alors j'ai déjà le inline container au-dessus. Et en fait, du coup, là, je vais avoir un comportement qui va être différent parce que ma side nav, elle est petite, alors qu'à gauche, c'est grand. Donc là, voilà, le bouton, il est en dessous, comme s'il avait une media query juste pour cette side nav, alors que là, je suis en grand. Et puis si jamais je commence à rétrécir, vous voyez que là, au milieu, il va passer dessous aussi. Là, la side nav passe en dessous, du coup, l'écran redevient assez grand, le parent devient assez grand, donc le bouton repasse sur le côté. Puis si on continue à rétrécir, ça passe en dessous. Voilà, même composant, exactement le même composant, même code, même CSS, comportement différent parce que c'est en fonction de la taille de son parent. Voilà, s'ils avaient fait ça directement quand on faisait des media queries, on n'en serait pas là aujourd'hui. Bref. Tu reprends la main. Merci. Maintenant, moi, je vais vous parler des nouvelles viewport units. Quand on veut répliquer ce qu'on fait dans une app mobile native sur une application web, on avait un petit truc qui nous embêtait régulièrement jusqu'ici, c'est la gestion de la taille du viewport. Sur desktop, on a les viewport units viewHeight et viewWidth, qui, par exemple, on va utiliser 100 VH et 100 VW pour dire je prends toute la hauteur ou toute la largeur de ma page, de ma fenêtre, et ça marche bien quand on est sur desktop, mais quand on est sur mobile, c'est un petit peu plus compliqué, notamment parce que l'interface du browser, elle va dépendre du contexte. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais on a toujours le moment où, quand on veut faire un truc qui prend pile poil la hauteur, soit ça déborde, soit il n'y a pas assez de place selon le contexte, justement. Parce qu'on a cette barre de navigation qui apparaît et qui disparaît en fonction des interactions de l'utilisateur. Quand on a la barre de navigation qui s'affiche, notre contenu y déborde, et puis quand on va scroller, la barre de navigation elle va diminuer. On a la bonne taille, mais il faut que l'utilisateur ait scrollé l'écran. Et on n'est pas à l'abri qu'elle revienne à la prochaine interaction, cette maudite barre. Hein. Du coup, c'est pas super pratique, encore moins quand on veut faire, par exemple, des applications sans scrolling qui vont prendre tout l'écran et qui vont rester tout le temps en plein écran pour simuler une application mobile native. Mais heureusement, maintenant, on a les nouvelles viewport units pour corriger ça. Quand on a la barre de navigation qui est affichée, donc avec les boutons de navigation et la barre d'URL, on va appeler ça le small viewport. Et quand on a toute la place, on va l'appeler le large viewport, ce qui nous permet d'utiliser SVH pour small viewHeight et LVH pour large viewHeight pour cibler le petit viewport ou le grand viewport. Donc ça, déjà, ça va nous changer la vie en soi. Mais ces unités-là, on ne va pas tellement les utiliser parce que ce qui nous intéresse vraiment, nous, c'est ça. Le Dynamic viewHeight qui permet de dire « Ok, quelle que soit la taille de mon UI, moi je veux que ça prenne toujours 100% de la hauteur. » Donc avec 100 dVH, que l'utilisateur ait scrollé ou pas,
CSS, il va gérer automatiquement pour que ça soit toujours bon. Et ça, c'est quelque chose qui nous manquait depuis un certain temps en CSS, donc c'est carrément une bonne nouvelle, et le meilleur dans tout ça, c'est que c'est déjà disponible dans tous les navigateurs. Un autre truc qui ne paye pas de mine, mais qui est assez pénible en CSS, c'est quand on doit respecter des aspect ratios. Il y en a parmi vous qui se sont déjà amusés à faire des embeds de vidéos responsives. Par exemple, mettre une vidéo YouTube et faire en sorte que ce soit responsive quelle que soit la taille d'écran. Si vous avez déjà tenté de faire ça, ce bout de code, ça devrait vous parler. C'est ce qu'on faisait avant, quand on voulait garder le ratio. On devait faire des calculs savants et des bricolages un peu système D en mettant la hauteur à 0 et en jouant sur le padding top ou bottom en calculant l'inverse de l'aspect ratio. Enfin bon, c'était pas hyper pratique. Ben maintenant, c'est beaucoup plus simple. Avec la propriété aspect ratio, tout simplement, on lui dit ce qu'on veut et ça va s'appliquer. Donc quand on intègre des vidéos, ça va vraiment simplifier le code et le rendre plus lisible. Ça, c'est déjà top. Mais ça a aussi d'autres avantages. Vous allez voir, on va faire une petite démo avec un chat. C'est toujours bien les chats dans les démos. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous aimez les chats? Ah, quand même. Si tu n'aimes pas les chats, tu n'aimes pas Internet. Internet, c'est géré par les chats. J'ai pas la ref. Alors, je vous montre un petit truc. Non, c'est pas. Si, c'est ça. Je vous montre un petit truc tout bête. C'est un problème qu'on rencontre souvent dans le web quand on charge des images. Tout va bien tant qu'on a une bonne qualité de réseau, mais quand le réseau ne marche pas ou qu'il est un petit peu lent, si l'image ne se cherche pas, on a ça. Vous voyez celui-là, pas celui-là. Et là, vous êtes sur un site de news, vous lisez votre paragraphe tranquillement, et puis votre image, elle arrive, et d'un coup, paf, votre texte, il a fini en bas de la page, il faut que vous scrolliez pour aller retrouver là où vous en étiez de votre lecture. C'est super pénible, je ne sais pas ce que vous en pensez. Le problème, c'est que quand l'image elle est chargée, on sait quelle taille elle fait, mais tant qu'elle n'est pas chargée, le navigateur ne sait pas la place qu'elle va prendre. Donc, en fait, on va tout simplement lui passer un petit aspect ratio. Donc là, ici, mon image, alors, on va la recasser. Voilà. C'est plus facile de casser le code que de le faire marcher en live. Donc là, on va lui mettre un petit aspect ratio à 1, parce que mon image, elle est carrée, et vous voyez que ça va faire comme un placeholder, ça va prendre l'espace, et mon texte ne va plus sauter quand mon image va arriver. L'espace est réservé, et ça va s'afficher tout bien. C'est quand même plutôt agréable. Plus agréable, en tout cas, que d'être obligé de chercher son texte tout en bas de la page. Et en forçant le ratio, on peut éviter d'avoir des images déformées aussi, parce que la hauteur a été mal définie, par exemple. C'est pas celui-là. Un petit effet sympa aussi qui vient d'arriver, c'est Animation Timeline. C'est pas encore sur Safari. Sur Firefox, il est encore derrière un flag, mais c'est déjà dispo sur les navigateurs Chromium. Et on a emprunté une petite démo, alors, qui est... Elle est où, la démo? Elle est là-dedans, je crois, quelque part. Elle est? Ah, il y a beaucoup, vous avez vu, il y a beaucoup de VS Code, beaucoup de tabs, parce qu'on a beaucoup de choses à vous montrer. Ah, qu'elle est là. Ah, magnifique. super, merci. Hop là. Donc, on a emprunté cette démo, c'est pas nous qui l'avons faite, à Jason Lengstorff. On va dire que j'ai un article de blog tout classique, et dans mon article, j'ai envie de mettre en avant du contenu, donc je l'ai mis en surligné jaune. Et puis ici, du coup, dans le code, on a une animation qui va être appliquée, ici, donc avec des keyframes, on a défini une petite animation, et on va l'appliquer avec la propriété Animation Timeline, et vous allez voir, c'est magique. Hop. Quand on scrolle maintenant, juste il se met à jour, et on a le texte, le surlignement qui s'affiche petit à petit. Hop. Et alors ça, comment ça marche? Ça se voit, hein. Ça marche bien. Ah oui, ça marche. Ça marche dans les deux sens en plus, c'est magnifique. On peut jouer d'ailleurs ici sur les pourcentages, on peut le faire aller plus doucement si on veut. Hop. Je vais plus vite que lui, c'est pour ça. Voilà, alors ça, en fait, ça utilise la fonction view, et on lui dit qu'on veut déclencher notre animation. Ici, quand le composant, il est, alors c'était 60, quand il est à 20% du bas de la page et à 60% ici du haut de la page. Et donc, il va appliquer notre animation au scroll. Le résultat, il est vraiment bluffant.
C'est juste une petite démo, ça, mais ça ouvre des possibilités de fou, en fait. On peut imaginer faire ça avec des images, avec des SVG, avec des trucs, avec des lignes qui se dessinent quand on scrolle. Enfin, je sais pas vous, mais moi, ça fait bouillonner ma créativité. Rien qu'en voyant la démo, j'ai envie de faire plein de trucs. Et d'ailleurs, merci à Jason pour la démo, parce qu'on est d'accord que c'est pas nous qui l'avons fait, hein, c'est Jason. Ça paraît, le nombre de fois où tu as été copié un code JavaScript pour faire ça, justement, que ça, en fonction du scrolling, ça arrive tout seul. Ah, Vue Transition, ok. On vous a parlé pas mal de choses jusque-là qui, soit qui marchent déjà, vous avez vu plus ou moins dans tous les navigateurs, soit qui marchent presque dans tous les navigateurs. Il y a encore plein de choses pour lesquelles on voudrait vous parler, mais il reste moins de 10 minutes. Et donc on a pris juste deux petits exemples de choses qui sont assez avant-gardistes, qui arrivent un jour, on espère bientôt. Là, les Vue Transition, en l'occurrence, qui marchent sur les navigateurs basés sur Chromium, qui a un flag dans Firefox et Safari n'ont pas commencé à bosser dessus, donc je ne sais pas quand ça va arriver. Mais moi, quand j'ai fait, ça fait donc 10 ans après que je fais du web, et j'ai toujours été jaloux des gens qui faisaient du mobile. J'ai fait beaucoup de talks sur les PWA et j'étais là, je fais « Ah, on arrive enfin !» Et en fait, donc, il y a quand même plein de choses qu'on ne peut pas faire, et notamment faire des transitions entre les vues. Et faire des transitions entre les vues, c'est super cool. Attention, super démo. J'ai un site là, vous avez vu une partie de mon équipe, en plus c'est génial, j'ai pris des photos d'eux, merci à mon équipe. J'ai un site basique, et quand je clique sur une image, j'arrive sur une autre page où j'ai le profil d'une personne. Ok, rien de bien violent, c'est cool. Vous savez, dans les applications mobiles, ce qu'ils font, ils font des petits effets quand on clique, ça floute, ça zoome, peu importe. Et bien on peut faire ça maintenant en CSS grâce justement, effectivement, à... Tac, tac, on va le mettre à côté. À ces Vue Transitions. Alors j'ai un petit JavaScript que je vais juste rajouter dans mon HTML, qui est assez basique. Alors, vu que je voulais faire du vanilla JavaScript, j'ai refait un espèce de petit routeur tout pourri, allez pas voir. Vraiment, ce qui est intéressant, c'est cette ligne-là. Quand dans votre page, vous faites un document de .start Vue Transition, ce qui va se passer, c'est que votre navigateur, il va prendre un snapshot de votre page, il va charger l'autre page, prendre un snapshot de l'autre page, et ensuite, il renvoie un callback, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais quand il prend ces deux snapshots, en fait, il va faire une transition par-dessus. Je vous montre ce qui se passe. Donc là, j'ai juste fait un Start Vue Transition. Ça, c'est parce que mon routeur, en fait, il remplace le contenu. Hop, vous inquiétez pas. En fait, ce qui va se passer là, c'est que du coup, maintenant, quand je vais cliquer, je ne sais pas si vous avez vu, c'est assez subtil, mais il y a un petit fade out, fade in. Vous le voyez? Ça se voit? Ça fait un petit flouté. On va débugger. Vous savez débugger des animations CSS? Ok, ça fera un petit cours sur Chrome. Vous avez un petit onglet animation dans les DevTools pour débugger les animations CSS, c'est plutôt cool. Vous verrez que quand je clique, hop, je vais pouvoir rechanger mon animation. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est ça qui se passe quand je clique et je change de page. Et je change complètement d'URL. Hein. Donc vous avez cette animation. Et en fait, cette animation, comment elle marche? Si on regarde, vous voyez, vous avez des transitions, etc. Et en fait, dans votre HTML, en haut, sur le HTML, il a rajouté automatiquement ce petit sélecteur View Transition, dans lequel il y a deux trucs qui nous intéressent, c'est le View Transition Old et View Transition New, qui sont en fait les deux animations. Le Old pour l'ancienne page, qu'est-ce qui se passe quand elle s'en va, et le New pour la nouvelle page, qu'est-ce qui se passe quand elle arrive. Et vous voyez que par défaut, le navigateur me met un fade out pour la old page et un fade in pour la nouvelle page, ce qui fait que j'ai ce petit effet de fade out, fade in. C'est cool? Ce qui est cool, c'est pas l'animation, ce qui est cool, c'est que c'est du CSS. Parce qu'à partir du moment où le navigateur ne vous le cache pas, mais a rajouté directement sur le HTML ces trucs-là, c'est que nous, on peut les override et on peut faire ce qu'on veut avec. Du coup, on va aller voir. Autre petite démo, la même page. Juste que cette fois-ci, j'ai créé une petite animation, pareil avec un keyframe, où j'ai un zoom in, zoom out, flip in, flip out. Là, vous commencez à comprendre ce qui va commencer à se passer. Ça va tourner dans tous les sens. Et en fait, du coup, je vais override. Effectivement, c'est View Transition New et View Transition Old. Je fais, le navigateur, il les met pour moi sur HTML. Moi, je peux en faire ce que je veux dedans. Et du coup, on peut avoir des animations assez sympas. Attention, ne faites pas ça à la maison, s'il vous plaît. Mais globalement, je peux avoir des animations comme ça. Hop. Zoom out, zoom in. Si je la débug, vous allez voir ce qui se passe. Tac. Je clique. Et ce qui se passe, effectivement, donc vous voyez que là, j'ai un zoom out, effectivement, sur ma page. J'ai un flip out sur l'ancienne page, et un flip in sur la nouvelle page, qui sont inversés. Hop. Et puis après, j'ai un zoom in sur la nouvelle page. Alors, j'y fais passer à la maison parce que c'est quand même l'effet est fun, mais vos utilisateurs ont pas forcément envie d'attendre 2 secondes avant que la nouvelle page se charge. Mais voilà, après, c'est votre imagination qui est la limite. Hein. Il y a des gens qui sont amusés à faire la page qui prend feu et puis la nouvelle qui arrive. Enfin, c'est UCSS, vous faites ce que vous voulez après. C'est l'imagination ou la connerie humaine qui sera la limite de ce qu'on fait avec ça.
Donc ça, c'est super cool. Mais il y a encore un truc qu'ils font dans les applications mobiles qui est fun, c'est que vous avez une liste d'images comme ça, et quand vous cliquez, plutôt d'avoir une animation de flouter, etc., il fait un petit zoom juste sur l'image, ou le titre qui va aller se placer à droite, à gauche, etc. Et devinez quoi, on peut le faire. OK, troisième démo, même site. C'est juste que là, dans mon CSS, je vais rajouter une petite propriété sur certains de mes composants. Donc en l'occurrence sur le badge là, mais je crois que je l'ai mis aussi sur l'image là. Et donc je vais lui donner un nom. Donc là, banner image, là, badge. Et en fait, si jamais je donne la même propriété avec le même nom entre ma première page et ma deuxième page, mon navigateur, il va comprendre que ce sont les mêmes éléments et il va faire une transition entre les deux. Attention. OK, donc troisième démo. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que si je commence à cliquer sur quelqu'un, je ne sais pas si vous avez vu, mais on a un petit effet de zoom sur la tête de la personne. Et en fait, tac, hop, on va débugger encore une fois. Je clique. Et en fait, vous avez effectivement cet effet-là, où dans la transition, vous avez vu le badge, en fait, je vous ai montré sur le badge zoom et va se placer là où il serait sur la deuxième image. Pareil pour la photo, j'aurais très bien faire pareil pour le nom, en disant que le nom qui était au milieu, plug away, là j'ai encore l'animation par défaut, il fade out et l'autre il fade in en haut. J'aurais très bien pu aussi mettre un truc dessus pour que le nom aille se placer en haut à droite. On peut faire ce genre d'effet de transition en CSS. Alors ça c'est cool, je vous ai sorti une démo qui est un peu plus sympa, que vous trouvez sur cette URL-là, qui a été faite par je ne sais pas qui d'ailleurs, mais sympa l'URL. Et en fait, là, vous avez un site assez standard. Hein. C'est un site type site de musique où vous avez la liste des playlists. Et puis, quand vous cliquez sur une playlist, sur un album, vous avez effectivement la liste des chansons dedans. Et puis, vous avez ce petit effet. Et ça marche aussi si vous avez une vidéo. Hein. J'ai une vidéo, hop, sympa, petit effet. Ça zoome, la vidéo continue à jouer. Et je suis sur une deuxième URL. Donc, j'ai vraiment l'URL qui change. Donc, voilà. Truc super cool qu'on va bientôt pouvoir faire en CSS. Enfin, à part si vous êtes sous Chrome ou Edge, vous pouvez le faire. Mais voilà, pour montrer un peu des choses qui arrivent bientôt, et que moi je trouve quand même super cool. On va changer un petit peu de sujet, puis on va revenir sur les couleurs. Je vais prendre la continuité de la démo que je vous ai montrée tout à l'heure avec la palette de couleurs, et je vais vous parler d'un truc qui va permettre de se passer complètement de SAS. Donc on a les variables en CSS avec les custom properties, on a le nesting, on l'a vu tout à l'heure, on a les composantes de couleurs. Il manque un dernier petit truc qui arrive bientôt, c'est de pouvoir gérer automatiquement le contraste de nos couleurs entre le fond et un texte, par exemple. Alors ça, malheureusement, ça fonctionne dans aucun navigateur. Il est parti où? Je crois que ça arrive tout seul. Ah, les animations. Ah ben alors donc ça ne fonctionne vraiment pas, même pas dans nos slides, vous voyez. Dans aucun navigateur, donc à part Safari, derrière un flag, et encore, c'est encore bancal, c'est pas encore au point. Et je vais quand même vous montrer un petit aperçu de ce à quoi ça va ressembler. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez de la palette de tout à l'heure, mais le texte sur les deux derniers rectangles en bas, il était en noir. C'était pas vraiment lisible, voire pas du tout lisible en fait, sur des couleurs aussi foncées. On avait un petit souci de contraste. Et quand on définit des thèmes de couleurs, c'est une problématique qu'on rencontre souvent, de gérer ce contraste entre une couleur de fond qui est foncée, et on voudrait bien que ça se calcule tout seul. Donc on aimerait bien que ça soit automatique, comme ça notre contenu il sera le plus accessible possible. Et ça, on va bientôt pouvoir le faire en fait en CSS. Hop. Alors, on a une... Vous n'avez pas fait la démo dans Safari, parce que ça marche tellement, même pas très bien en Safari, c'est que si vous faites la moindre erreur de typo dessus, Safari crash et freeze l'ordinateur entier. Donc il y a un flag, mais même derrière le flag, c'est pas ouf. On n'est pas si joueur que ça quand même. Donc du coup, color contrast, qui est ici. Hop, décidément. On va lui passer donc notre variable de couleur de fond, et on va lui donner une liste de couleurs parmi laquelle il va choisir tout seul en fonction du contraste pour obtenir le meilleur contraste ratio entre notre couleur de fond et notre couleur foreground, enfin les textes. On va mettre plus que deux d'ailleurs des couleurs. Et donc par exemple ici, si on met une couleur plus foncée pour... Je pense que Mac m'aime pas. Faut pas que tu cliques, faut juste passer. Faut pas cliquer, ben voilà. Ouais. Hop, alors ça marche pas encore tout seul parce que c'est un polyfill, mais comme on peut voir, ça affiche bien les couleurs en blanc sur les fonds qui sont trop foncés. Parmi la couleur, ça va choisir vraiment parmi la liste de couleurs que je lui ai fournie. Il y a un petit polyfill là, pour que ça marche. Oui. Pour ça. Et il y en a qui font de l'accessibilité là, pour qui ça m'attend un peu. Cool, ok. Parce qu'en attendant que ça arrive,
Sinon, il y a un autre truc cool. Je crois on doit avoir l'onglet ouvert, puis qu'on a encore un peu de temps. Ouais, il y a un site. Vous connaissez ce site webim.org? Vous devriez tous et toutes. Okay, c'est un site effectivement pour tout ce qui est accessibilité dans le web et qui, en attendant que cette feature CSS arrive, peut vous aider. Donc voilà, c'est la petite minute éducation qui vous permet de dire, bah voilà, j'ai un texte et je vais choisir une couleur de background. Je vais mettre du noir par exemple. Et là, il va vous montrer à quoi ça ressemble votre texte qui rend sur le fond. Et il va donner le contraste ratio. Le contraste ratio de 1,37, c'est pas bien. Et il y a une norme au WCAG qui va vous dire, bah, écoutez, pour que ça commence à être quand même pas mal, il faut qu'on ait un contraste ratio de 4,5 pour passer la norme AA et 7,5 pour passer la norme avec AAA. Du coup, en fait, si vous choisissez, vous changez un peu votre couleur, vous passez sur un truc comme ça, là, voilà. Il vous dit contraste ratio de 5,12, ça passe le AA, ça passe pas le AAA encore, mais vous pouvez jouer avec ça pour vous savoir quand vous faites un site web si vous êtes plutôt bien pour les gens qui ont, par exemple, des problèmes d'accessibilité ou ceux qui sont sur la plage qui a plein de soleil pour lire leurs news. Et si vous êtes plus en mode DevTools, il y a un truc aussi dans les DevTools qui est plutôt pas mal. Quand vous passez sur un élément, je ne sais pas si on voit assez bien, voilà, vous avez aussi le contraste qui apparaît là sur la petite pop-up, 5.12. Donc là, il vous dit si vous passez le AA. Mais les DevTools, c'est vraiment génial. Quand vous allez carrément dans les DevTools ici, là, il vous redit la même chose. Il fait le contraste ratio, c'est 5.12, c'est cool, tu passes. Par contre, il va vous dire, par contre, le AAA, tu ne le passes pas. Effectivement. Et ce qui est bien, c'est qu'il va vous proposer une couleur. Donc même si là, j'étais parti sur une couleur beaucoup plus foncée où je passais rien du tout, hop, il va vous dire, bah là, tu passes rien. Par contre, nous, moi, je vais te proposer, pour passer le AA, hop, vous cliquez dessus et il vous propose une couleur. Et en fait, vous avez l'espace de couleur là, vous voyez. Si vous êtes en dessous, c'est pas bon. Là, vous êtes mauvais. Là, vous passez le AA et là, vous passez le AAA. Et en fait, lui, voilà, je clique là, il me fait... Ça, c'est le minimum en fonction de votre couleur que vous aviez pour passer AA. Et puis, hop, vous cliquez là, il vous propose une troisième couleur, qui est le minimum pour que vous passiez, effectivement, avec le AAA pour avoir 7,5. 7, pardon, 7, my bad. Voilà, donc utilisez ça pour rendre vos sites plus accessibles aujourd'hui. Merci. C'est mieux quand ça marche. Donc ça, je vous l'ai dit, ça ne marche pas encore dans tous les navigateurs, le color contrast. Donc on vous a mis le petit polyfill dans les slides, si ça vous intéresse. Alors du coup, gérer notre ratio de contraste pour qu'il soit conforme au WCAG, c'est bien, mais si on veut vraiment rendre notre site accessible, on doit s'adapter à tout le monde, et tout le monde n'a pas forcément les mêmes besoins en termes de contraste. Et pour ça, on a une propriété qui existe déjà dans tous les navigateurs d'ailleurs, et qui nous permet de prendre en compte les préférences de l'utilisateur en termes de contraste via une media query qui s'appelle Prefers Contrast. Les utilisateurs ils peuvent définir dans le navigateur leurs préférences de contraste et cette media query elle va permettre d'adapter les styles en fonction de leurs préférences, que ce soit more ou less, parce qu'il y a aussi des gens qui ont besoin de moins de contraste, c'est pas forcément plus. Et en général, quand on fait nos sites, les designers ils visent la norme d'accessibilité AA et on peut utiliser Prefers Contrast pour adapter le site aux utilisateurs qui le demandent explicitement, même si ça ne va pas coller au design system et à la charte graphique qu'on nous a fournie. Donc calculer le meilleur contraste automatiquement, on n'y est pas encore malheureusement, mais adapter le contraste en fonction des préférences de l'utilisateur, ça on peut le faire dès aujourd'hui, et c'est important de le faire parce que l'utilisateur il saura toujours mieux que nous ce dont il a besoin. Cool. Bon, c'est fini pour les démos. Avant de conclure, quelques sites de ressources, le site developer.mozilla.org, vous avez toutes les documentations, et puis c'est là aussi où on retrouve les informations sur quel navigateur gère ou pas, pour chacune des fonctionnalités. Et puis web.dev, qui est un site sur lequel vous avez énormément de ressources, vous avez plein de sample codes sur les view transitions par exemple, des articles de blog, des démos, etc. Allez y faire un tour, c'est assez sympa. Et puis j'ai parlé de la personne qui m'a fait découvrir CSS, qui s'appelle Kevin Powell, qui fait plein de vidéos sur YouTube. Je ne le connais pas, mais c'est la plus gratuite. Je vous encourage à aller voir. Il fait plein de petites vidéos sur des petits tips and tricks sur CSS. Il fait des grosses vidéos où il essaie de refaire des CSS de la page d'accueil de Netflix, etc. Et c'est super cool. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que vous trouvez que maintenant que le CSS c'est quand même un peu plus sexy que vous pensiez et que vous avez envie d'aller un peu regarder ce qui se passe. Et puis, si vous avez des questions, je pense qu'on peut en prendre quelques-unes. Ouais, là-haut.
Je sais pas s'il y a un micro ou comment ça se passe. Ou... Vas-y, sinon fort, vas-y. Le 19 décembre, pas encore. Alors... Parce que moi, j'ai vu la news hier, comme quoi ça arrivait. Ah, on va aller voir en direct. Mhm. Ils ont peut-être changé la date pendant la nuit. Ah ouais? Ah, c'est pas celle-là. Parce que moi, j'ai vu un tweet qui disait que... alors, soit c'est pas à jour. J'ai vu un tweet qui disait que, effectivement, dans la release du 19 décembre, has arrivé. Mais peut-être qu'elle est testée. Peut-être qu'effectivement... Ouais, soit c'est arrivé en octobre, soit ça arrive le 19 décembre. Mais vous pouvez commencer à bosser dessus sans que votre site passe en prod, ce sera supporté. Merci. Oui? La question, c'était... la question, c'est est-ce qu'on est condamné quand on a des sites à large trafic avec des gens qui ont encore des versions antérieures à celles-là qui ne sont pas evergreen finalement sur leur navigateur? Est-ce que tu es doom? Soit tu as des polyfills qui existent pour beaucoup de choses. Donc tu peux utiliser des polyfills comme on a utilisé pour le contraste à la fin. Soit effectivement, tu n'utilises pas ces dernières choses-là. Ouais. Mais il y a des polyfills pour pratiquement tout en CSS comme en JavaScript en général. Alors ça va alourdir un peu ton site, mais ça existe. D'autres questions? Ouais. Je répéterai la question sinon, s'il faut. Non, il y a encore des trucs. Moi, j'utilise encore du SAS pour certaines choses, notamment pour générer des choses. Toi, par exemple, on a montré la couleur de palette. Alex a fait tout le code pour générer tous les bleus, etc. C'est cool, ça marche en CSS. Par contre, en SAS, tu pourrais faire une boucle qui va te générer ce code-là. Parce qu'en SAS, on peut faire des boucles, etc., qui vont générer des CSS qui sont beaucoup plus grands. Donc moi, j'utilise SAS pour générer des longs CSS. Effectivement, pour faire tous ces trucs-là, sinon, j'utilise plus de variables en SAS. Je fais des custom properties, par exemple. Donc ça peut être nécessaire en fonction de ton cas d'usage. Je ne sais pas si toi, chez vous, il y a des débats SAS, CSS et comment ça se passe? Pas du tout. Non. Ils sont tous sur CSS ou tous sur SAS? Ils sont tous sur le design system. Donc ouais, non, je pense qu'il faut vraiment réfléchir à pourquoi tu as besoin de SAS. Si c'est pour ce genre de feature, il n'y a pas besoin. Si c'est parce que tu vas générer des choses et que tu as des boucles, etc., ouais, dans ce cas, ça peut te faire gagner du temps. Ouais. Une dernière question? Non? Ok, cool. Passez une bonne fin de conférence. Merci beaucoup.